comment tu définirais le terme affûtage? Eh ben, tout simplement, l'affûtage, je dirais que c'est à la fois très simple et Hmm. très complexe. C'est simple parce qu'en fait, il suffit de récupérer Ok. sans se désentraîner. Une fois que tu as dit ça, tu dis ok, à la limite, Allez hop. finalement, c'est bon, le podcast, il est terminé, on a gagné du temps, tu peux partir courir. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un de ces derniers épisodes sur la préparation justement à ton premier 73 et j'ai l'honneur d'être accompagné par Fred Belaubre. Tu as été faire ta petite pause course à pied entre quelques épisodes, comment tu te sens maintenant? Et ben, j'avoue, ça m'a fait un petit bol d'air. Eh ouais. Et puis ça m'a dynamisé pour la fin de ces podcasts. Je suis plein d'énergie là, ça y est. C'est bon ça, bah tu vois, la régularité, tu le disais à nos auditeurs, d'être constant, de toujours trouver le temps. Et là, tu en es un peu la preuve par l'exemple. C'est pour ça que je voulais aussi introduire directement le podcast avec ça. Pour ma défense, je serai régulier, j'irai courir après. Fred, on va parler d'une notion qui est assez, j'ai envie de dire, compliquée. À chaque fois, ce terme affûtage, justement la période qui va approcher une course. Déjà, pour commencer cet épisode, Fred, comment tu définirais le terme affûtage? Et ben, tout simplement, l'affûtage, je dirais que c'est à la fois très simple et très complexe. C'est simple parce qu'en fait, il suffit de récupérer sans se désentraîner. Une fois que tu as dit ça, tu dis ok, à la limite, Allez hop. finalement, c'est bon, le podcast, il est terminé, on a gagné du temps, tu peux partir courir. Mais en fait, là où c'est complexe, c'est que pour récupérer, il faut savoir, et sans se désentraîner, il faut juger un peu de son état, de qu'est-ce qu'on a fait exactement avant, les sensations, le niveau de courbature, le niveau d'énergie, comment je me sens et qu'est-ce que je vais mettre en place justement pour récupérer sans me désentraîner. Okay. Parce que tout ça, c'est des chiffres, des accumulations de charges d'entraînement, des gestions de fatigue aussi, qui sont pas si faciles, c'est pas si précis qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que j'aime bien échanger avec toi sur tous ces podcasts parce que tu as quand même ton expérience de haut niveau en tant qu'athlète. Désormais, tu mets vraiment toute ton expérience et ton expertise au service des sportifs d'endurance avec My Tribe Coaching et I Do Sport que tu as cofondé. Et avant d'aller chercher ton expertise, justement, j'ai envie de te challenger un petit peu sur ton côté athlète. Toi, la phase d'affûtage, c'est toujours quelque chose que tu as mis en place lors de ta pratique en tant que compétiteur? Ouais, tout à fait, avec mon coach de l'époque, donc Patrick Dreano, qui m'a suivi pendant presque toute ma carrière, de mes 16 ans jusqu'à mes deuxièmes Jeux Olympiques. On avait plusieurs routines d'affûtage et en fonction de l'objectif, en fait, on gérait l'affûtage de manière différente. Okay. Par exemple, pour un objectif majeur, on avait une période d'affûtage un peu plus longue avec un allègement du volume un peu plus important et aussi avec des petites piqûres de rappel d'intensité bien mesurées, bien contrôlées pour quand même favoriser plutôt la récupération que l'absence de désentraînement, alors que sur des objectifs intermédiaires, on peut dire que quasiment le volume il restait presque identique, il y avait juste peut-être 10% de moins par rapport à une semaine habituelle. Et pareil pour l'intensité, on réduisait un petit peu, donc 10% de moins peut-être d'intensité avec des séances assez difficiles mine de rien, mais avec des périodes de récupération entre les intervalles un peu plus longs pour quand même qu'il y ait un peu moins d'impact sur l'organisme. Et c'est assez drôle parce que je me dis, rien qu'à ton échelle, et je te vois venir dans tout cet épisode où tu vas me dire ça va dépendre de chacun, etc. Parce que finalement, même avec toi en tant qu'athlète, la même personne, tu es en train de me dire que tu as plusieurs notions et plusieurs façons de t'affûter tout au long de ta carrière. Donc là, tout ce qu'on va dire, est-ce que c'est un processus
individualisé, ou alors justement il y a des méthodes et vraiment des concepts qui sont un peu globaux qui vont être applicables à tous? Bah, c'est un petit peu les deux. C'est vrai que je pourrais me défausser en me disant tout le monde est différent, c'est un peu individuel et c'est vrai, mais c'est surtout individuel au contexte, au moment présent. Parce que pour la même personne, on va avoir supporté une charge d'entraînement de manière différente. On va avoir fait un volume aussi un peu différent suivant les stratégies et suivant l'état de forme et un dosage d'intensité un peu différent. Et ce que je veux dire par là, c'est que les préparations, comme elles sont imaginées par le coach ou par un plan d'entraînement, les 3 mois ou 6 mois avant la course, c'est jamais pile poil exactement ce qu'on avait prévu. Et on se retrouve à 10 jours de la compète sans savoir vraiment quel niveau de fatigue on a. Donc, en tout cas, on le sait, mais c'est pas dit à l'avance. On le sait pas 6 mois à l'avance dans quel état on sera à 10 jours de la course. Ça va vraiment dépendre de comment on a vécu les séances d'entraînement, comment on a vécu les intensités. Est-ce qu'on a vraiment poussé le bouchon à chaque fois au maximum des intensités en se disant cette séance elle est importante, je donne tout, et à chaque fois en fait on était border de la rupture et de la blessure et du surentraînement, mais on a surfé un peu sur cette vague et là boum, on arrive en période d'affûtage et là il y a tous les warnings qui sont au rouge. Le surentraînement il est à 2 doigts à une séance près et on commence à en avoir un petit peu marre de l'entraînement. Même la compète finalement presque il y a des moments où tu dis non mais là je suis trop fatigué, je vais pas y arriver, j'ai plus envie. Là ça veut dire vraiment tu es arrivé à un point de fatigue quand même assez poussé. Et là la période d'affûtage évidemment tu l'as compris, elle va être cruciale et il faut surtout lever le pied, lever le frein à main et lever le pied pour là favoriser vraiment la récup. Les piqûres de rappel dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont très light. L'abaissement du volume, il est très important parce que en fait, tu étais à 2 doigts du surentraînement. Et donc là, faut pas jouer un petit peu avec les intensités parce que tu as peur de pas arriver en forme. Il vaut mieux jouer tout sur la récup et quitte à avoir un petit peu moins de sensations au début de la compète. Tu vois, un autre scénario un peu plus classique, parce que là, c'est un peu le scénario où la fin de la prépa, elle n'a pas été très très bien calculée, ou en tout cas, elle a été un peu poussive. Une prépa classique, les dernières semaines se passent bien, tu passes les séances clés, les séances de spécifiques se passent bien, tu as fait ton travail d'enchaînement, comme on a dit dans les podcasts précédents, les séances de spécifiques d'allure de course, tu as testé la combi en eau libre, etc. À chaque fois qu'il fallait répondre présent à l'entraînement par une séance d'intensité, tu étais pile dans les watts, pile dans l'AFC, tout roule, tu dors bien, et là on est à 10 jours de la course. Bon, il faut quand même pas trop lever le pied, parce que ça veut dire que tu en avais peut-être un peu sous le coude, et il va falloir maintenir ton organisme en éveil, et avec cette fois des piqûres de rappel qui ressemblent presque à des séances d'intensité de course que tu faisais en début de programme, mais avec un peu plus de récup. Et dans ce cas, ça va te maintenir à flot et tu vas avoir des bonnes sensations pendant la course. Parce que là, à ce moment-là, si par exemple tu récupères trop, là tu vas te sentir, c'est possible que tu te sentes en tout cas un peu mou, un peu dans le doute un peu, tu sais plus trop ce que c'est que de se faire mal. Et quand tu vas prendre le départ, ça va être agressif. Donc voilà, cette notion de je baisse le volume et je garde l'intensité, il y a à manger, à boire un peu là-dedans. Tout le monde ne peut pas savoir en une phrase comme ça quoi faire exactement à l'entraînement. Donc ça va dépendre aussi dans quel état de fraîcheur tu es. Et je disais 10 jours, mais ça peut être une semaine, donc à une semaine de la course. Ouais, parce qu'en termes de temporalité, justement, tu conclus là-dessus. C'est quoi? C'est une dizaine de jours? C'est 7 jours? Est-ce que toi, par exemple, ça évolue au fur et à mesure aussi de ta carrière en fonction de la charge globale que tu prends? C'est quoi un petit peu les clés qu'il y a là-dessus? En fait, tu vois là, par mon expérience de coach, j'ai quand même remarqué qu'au plus l'effort est long en compétition et musculaire, donc où on va être sur des efforts de gestion
des efforts d'endurance où les principaux moments clés de la course, ça va être, ou les conseils clés, ça va être de bien manger, de bien gérer son allure. Tout ce qui est triathlon L et triathlon XXL, 70.3 Ironman, il va falloir lever le pied et avoir une période d'affûtage quand même assez importante. Ok. Là, je généralise, hein, évidemment. Encore une fois, là, ce sera au cas par cas, mais globalement, on peut dire ça parce qu'il faut laisser le temps aux muscles de cicatriser vraiment complètement et d'emmagasiner un maximum d'énergie. Okay. Un peu comme une cocotte minute, tu vois, où limite, tu prends le départ, c'est la délivrance, quoi. T'en pouvais plus de rien faire, tu t'ennuyais un petit peu, voilà, avec quelques séances d'intensité pour quand même ne pas t'endormir complètement. Mais c'est comme ça que j'ai géré la plupart des périodes d'affûtage. C'est des athlètes que j'ai entraînés. Okay. Et à l'inverse, quand ça a été des triathlons plutôt courts et intenses, là, tu peux quasiment réduire la période d'affûtage à 4-5 jours. Ok. Ouais, donc on se rend compte, une nouvelle fois, malgré tout, on en rigolait en début de podcast, mais c'est très individuel, tout ce constat-là. Et ce que j'aime bien, c'est l'image que tu nous donnes de mettre un coup de frein à main, d'arrêter un petit peu de se charger à l'entraînement, d'aller face à la difficulté. Et on le comprend quand tu nous donnes quelques exemples, mais en fait, c'est quoi les leviers pour aller gérer cette notion d'affûtage ? Il y a le levier volume, il y a le levier intensité. Comment on joue en fait avec tout ça ? Alors, ouais, très bonne question. En fait, quand tu veux jouer avec les leviers, il faut comprendre un peu pourquoi. Ouais. En fait, quand tu vas baisser le volume, ça va être pour récupérer. Donc, on va dire, là, le premier conseil, c'est je m'entraîne moins. Okay. De manière générale. Je m'entraîne moins, donc je récupère. Moins de volume, moins de sollicitations. Tu peux placer 2 jours off, 2 jours de repos dans la semaine, voire 3. Ça te permet de vraiment décompresser physiquement et mentalement. Parce que dans ton quotidien, la vie est un peu plus facile à gérer, ton boulot, ta famille, etc. Et ça te permet donc d'être plus détendu, tu as plus de temps pour toi. Et musculairement, tu récupères, physiquement, tu récupères, ton système nerveux autonome se rééquilibre et tu es en bonne condition pour performer. Okay. Ça, c'est la partie « je veux récupérer ». Et donc, je réduis l'entraînement. Ensuite, tu as parlé aussi, et c'est très juste, de maintenir de l'intensité. Donc, maintenir de l'intensité, ça va être, ça rejoint un petit peu la notion de spécificité où juste avant la course, tu vas déjà continuer à travailler tes allures de course parce qu'il faut les avoir bien en tête au niveau des sensations, la vitesse de défilement, le cardio, ta foulée, la puissance que tu mets quand tu appuies sur le sol pour courir ou quand tu appuies sur la pédale pour rouler. Tout ça, au plus tu le répètes, et au plus ce sera facile le jour de la course. Donc, il faut continuer à le solliciter pendant la période d'affûtage. Et après, le désentraînement, donc ça passe par de l'intensité qui n'est pas forcément de l'allure de course. Là, ça va être plutôt des intensités assez courtes pour aller justement solliciter le système nerveux autonome pour le maintenir en éveil, pour pas tomber trop bas dans l'endormissement et rester dynamique. Okay. Parce que voilà, si vraiment tu t'entraînes plus, comme on disait tout à l'heure, là le coup de départ il va être donné, tu vas dire qu'est-ce qu'ils ont à partir si vite, tu t'es un peu endormi quoi, sur tes lauriers. Donc tu peux faire des 30 secondes, des 45 secondes, des 1 minute, un peu plus vite que l'allure de course, des séances comme ça, sans le faire au carton, mais on va dire à une vitesse proche du seuil ou proche de la VMA par exemple, ou de la PMA en vélo. Et tout ça, ça va te maintenir en éveil, ça maintient ton niveau de performance en fait, tout simplement. Et ça te permet d'arriver un peu plus excité le jour de la course. Et c'est dur parce que quand là je viens de challenger sur ce que tu m'as déjà dit dans d'autres épisodes, et même sur l'épisode avec Charlotte, on disait qu'il y a vraiment une grosse notion de test à l'entraînement, et ensuite on fait la même chose en compétition, mais j'ai l'impression que cette notion d'affûtage, finalement, elle arrive au moment de la compétition. Est-ce que je peux le tester à un moment donné dans une préparation ou pas ? Alors, il y a des moments dans la préparation où on va alléger un petit peu le volume et maintenir aussi des intensités, mais l'objectif est différent. C'est-à-dire que tu vas moins récupérer quand même. Ça va être des semaines de repos, par exemple, ou entre 3 semaines de développement, 3 semaines d'entraînement difficile, tu t'aperçois que même si tous les soirs tu récupères,
ou tu as une journée off dans la semaine pour récupérer, il y a quand même une petite fatigue résiduelle qui s'accumule, une petite fatigue nerveuse aussi. Et à un moment donné, tu commences à sentir peut-être même des petites tensions musculaires. Ok. Comme à la fin d'une prépa, juste avant une course. Et donc, la période d'affûtage, elle est là pour gommer un peu tout ça. Mais là, c'est en plein milieu de la prépa. Donc, tu vas prendre soit une semaine, soit 5 jours, mais une période de repos qui représente un petit peu des sensations qu'on va retrouver pendant l'affûtage. Mais l'objectif est différent. Donc, souvent, la récupération est moins complète quand même à la fin d'une période de repos. Mais sinon, ça ressemble un petit peu à ça. Ok, ouais, donc on se rend compte que le concept, finalement, on est amené à le rencontrer. Et aujourd'hui, la notion d'affûtage, c'est pour ça qu'on le traite quand même, c'est un sujet important, mais ça a un impact. Est-ce que c'est mesurable l'impact que ça a sur la performance le jour J? Oui, en fait, tu peux le mesurer le jour où tu fais une contre-perf et que tu refais le film un petit peu en arrière. Tu te dis, bon voilà, la prépa, j'étais bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, tu te dis, ouais, ok, peut-être que l'affûtage... le sport n'est pas une science exacte et c'est aussi la beauté de l'entraînement, mais c'est d'autant plus frustrant d'avoir fait une préparation optimale et un petit peu tout gâché lors de l'affûtage. Après, toute proportion gardée, normalement, quand la préparation s'est bien passée, le risque de tout gâcher en gâchant tout pendant la période d'affûtage, ce serait de se tester, de ne pas être confiant et de continuer à s'en mettre tous les jours parce que ah ouais mais là je suis pas sûr de moi, je crois que j'en ai pas assez fait pendant la prépa, du coup tu veux un petit peu rattraper le retard. Ok. Et aussi tu es en recherche de sensations, donc tous les jours la séance de rappel dont on parlait tout à l'heure, tu vas la faire tout le temps, toutes les 5 secondes tu montes sur le vélo, allez je vais quand même faire aller des petites minutes, puis 5 minutes à l'heure de course aussi, puis je vais faire des sprints à la fin, parce que t'es là, t'as la course qui arrive, tu commences à stresser. Et le risque, c'est ça, c'est de se dire je me teste tous les jours. Et puis, en fait, j'arrive le samedi soir et en fait, j'ai pas récupéré, quoi. Et toi, tu te rends compte dans ton expérience aujourd'hui avec les athlètes que tu accompagnes, dans les athlètes que tu vois à droite, à gauche, que certains, finalement, viennent mettre trop d'entraînement à ce moment-là pour se rassurer. Ça, c'est des choses que tu as déjà rencontrées? En fait, ouais, c'est une très bonne remarque. On s'aperçoit que des athlètes sont plutôt bons répondants à un certain type d'affûtage. Ok. Donc, par exemple, il y a des athlètes qui vont avoir vraiment besoin de 2 semaines pour récupérer avant un triathlon L, parce que c'est comme ça fait partie de leur rythme de récupération. Ils ont besoin de plus de temps. C'est souvent dû à leur expérience. Au moins, tu as d'expérience. Si par exemple, tu débutes dans le triathlon et la charge d'entraînement, aussi bien calculée qu'elle soit, au moment où arrive la course, ton corps, comme il est moins entraîné, il est aussi moins rapide dans la récupération, donc il a plus de temps pour récupérer. Okay. Donc en gros, au moins tu as d'expérience, et c'est ce que je remarque au quotidien, au moins tu as d'expérience, au plus il te faut du temps pour récupérer. Okay. Donc ça pondère aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que des fois, plus l'effort est long, plus il faut du temps aux muscles et à la période d'affûtage pour être bien mis en place. Mais il y a aussi l'expérience de l'athlète, le niveau de l'athlète. Les élites, par exemple, parfois les périodes d'affûtage sur des triathlons M, c'est 3 jours, 3-4 jours. Et le mercredi, ils sont sur la piste à faire 10 x 400 presque à balle, alors qu'ils ont une manche de WTCS ou un triathlon, une manche de championnat du monde, distance M ou distance S. Parce que là, il faut garder du rythme, garder de la puissance, maintenir son niveau de performance vraiment à 100% et pas à 99,9%. Donc voilà, là aussi, il y a une gestion en fonction du profil, de la durée de la course, de l'objectif de la course, si c'est juste être finisher d'un triathlon L ou si c'est être médaillé olympique. Voilà, on affine différemment la période. Mais je te retrouve totalement sur le fait que l'affûtage, c'est pas une science exacte. Mais malgré tout, c'est pour ça que je suis très content d'échanger avec toi sur toute cette saison-là. Aujourd'hui, il existe quand même des outils
pour mesurer certains points. Vous, justement, sur iDo, il y a toute une partie analyse, etc. Est-ce que cette partie analyse peut m'aider à gérer cette période d'affûtage ou pas? Ouais, alors sur iDo, on a 3 points qui vont t'aider à gérer la période d'affûtage. Ok. Déjà, tu sais que sur iDo, on peut définir des périodes. Donc la période, c'est vraiment la planification d'entraînement, c'est l'outil rêvé d'une bonne planification d'entraînement. Ok. Et sur iDo, tu as plusieurs niveaux de périodes. Tu peux faire des périodes de macrocycle, donc sur 6 mois par exemple, ou 3 mois. À l'intérieur de ce macrocycle, tu peux mettre des mésocycles de 1 mois par exemple, pour développer un mésocycle pour développer la puissance, puis un autre pour développer, je dis n'importe quoi, la force, et puis un autre spécifique pour juste avant la course. Et à l'intérieur d'un mésocycle d'1 mois, il y a des microcycles, on y vient, et ces microcycles, sur les microcycles, tu peux définir un niveau de charge prévu. Ok. Par exemple, tu dis, moi, pour cet athlète-là, au vu de la prépa, les 2 dernières semaines du microcycle, je veux faire à peu près 4 heures d'entraînement ou 5 heures, avec une majorité, 50% d'endurance, 50% d'intensité de course, donc la Z3 en l'occurrence. Ça te donne une indication de charge prévisionnelle pour cette semaine-là. Ok. Même si c'est à la louche, au moins, tu te dis, ok, j'ai vu mes anciens microcycles avec une progression sur l'ensemble de la saison, chaque semaine, avec un niveau de charge qui augmente de manière progressive et à la fois linéaire pour faire progresser l'athlète. Et là, on réduit sur les 2 dernières semaines. Et donc, ça te donne une courbe de fatigue qui va réduire en même temps que la charge d'entraînement prévue réduit. Donc ça, c'est le prévu. Ok. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est le concret, c'est les séances prévues. Donc à chaque fois que tu prévois une séance sur iDo, tu as une charge d'entraînement prévue tous les jours. Donc tous les jours, tu fais un entraînement, ça te fait une charge. Et on a une courbe au-dessus de ça, qui est sur le graphique de gestion de la charge d'entraînement et du pic de forme, qui est donc la courbe de fatigue, qui est la même, sauf que cette fois, c'est vraiment la courbe de fatigue réalisée, qui a une moyenne des 7 jours précédents, mais glissant. Donc tous les jours, tu vois la moyenne de tes 7 derniers jours de charge d'entraînement. Et ça avance comme ça tous les jours. Et donc ça te donne un niveau de fatigue. Au plus tu t'entraînes, au plus la fatigue, elle augmente. Et dès que tu récupères, la fatigue diminue. Okay. Et donc ça, c'est valable pour les séances prévues et les séances réalisées. Donc tu as la séance prévue en pointillé, qui te donne un niveau où tu vas arriver. Quand tu vas prévoir toutes les séances d'entraînement, ça monte. Les séances de développement, ça monte. Et les périodes d'affûtage, tu prévois des séances plus faciles. Et là, ça descend. Et ça te donne un niveau de fatigue prévisionnel. Et le dernier point, c'est la réaliser. Puisqu'il y a ce qui est prévu et le réalisé. En fait, c'est exactement le même principe. Tous les jours, l'athlète, il fait un entraînement. Et il a une courbe des 7 derniers jours qui est l'accumulation de la charge d'entraînement réalisée. Et on voit que s'il suit la courbe prévue et réalisée, si toi, ton prévu, il est bon, avec un niveau de fatigue qui va descendre, il sera bon. Et donc, sur ce même graphique, donc c'est là le troisième point, c'est là qu'il est intéressant, c'est qu'il y a une courbe qui te permet d'avoir la charge d'entraînement sur 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'on considère scientifiquement, là, ces courbes-là, c'est pas au doigt mouillé, comme on dit, c'est vraiment des courbes qui ont été prouvées scientifiquement. C'est la charge sur les 7 derniers jours glissants, ça te donne une fatigue ponctuelle. C'est ta fatigue que tu traînes un petit peu tous les jours avec toi. Et la charge d'entraînement sur le dernier mois et demi, là, on appelle ça le niveau de performance sur iDo. C'est vraiment... Là, on transforme finalement cette fatigue en accumulation de savoir-faire. Et donc, ce savoir-faire, c'est ton niveau de performance. Et comme c'est une accumulation sur plusieurs semaines, ta fatigue, dès que tu récupères, elle va descendre rapidement. Mais par contre, ton niveau de performance, lui, il reste stable. Et c'est relativement bien calculé. Scientifiquement, ça a fait ses preuves. Et donc, on a visiblement la courbe de fatigue qui chute, le niveau de performance qui reste intact. Et donc, tout ça, c'est des indicateurs qui permettent de bien gérer la période d'affûtage. Et c'est accessible pour les athlètes, pour les coachs sur iDo. Donc, même si on suit un plan d'entraînement, on a accès à cette courbe pour suivre un peu sa progression et sa fatigue. Ouais, donc
on se rend compte que l'athlète et le coach, hein, dans son analyse aussi, parce que on va venir dessus, mais c'est un stress global, comme tu le disais, peut venir analyser sous certains angles cette partie affûtage. Et on parle souvent, d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le terme est présent aussi sur l'application du fameux pic de forme. Est-ce qu'il y a un lien avec cette notion d'affûtage associée? Comment ça se passe par rapport à ce terme-là? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, sur iDo, tu vois, tu fais bien de le dire, c'est exactement comme ça qu'on a nommé la page qui affiche ces courbes dont Ok. on parle depuis tout à l'heure, c'est pic de forme. Et c'est vraiment là l'outil idéal pour déceler son pic de forme ou au moins le suivre. Et c'est ça, on est pile dessus. Pic de forme, ça veut dire réduire la charge d'entraînement, mais garder un niveau de performance stable. Ok. Et tu vois, j'ai envie de te dire de façon. Parce que là, on parle à nos amateurs qui vont faire leur premier 73 ou même ceux qui veulent aller encore plus loin et le répéter. Et tu vois, c'est une erreur aussi, par exemple, que j'avais pu faire sur certains affûtages. Tu le dis très souvent dans les épisodes qu'on a pu faire ensemble avant, c'est quand même une question d'organisation. On enlève certains moments, on va dire, pour se focaliser sur cet objectif, ce 73. Et tu vois, on a un peu cette dernière semaine où on a un temps libre qui est incroyable, parce que là, tu nous parles de 5-6 heures d'entraînement, tu vois, on enlève quand même, allez, ça va dépendre des gens, mais entre 9 et 10 heures. On a un temps libre qui est exceptionnel, on doit se reposer. Est-ce que c'est le moment pour faire tout ce que je n'ai pas fait pendant 6 mois et ça va pas avoir d'impact sur le reste? Ouais, bah, tu fais bien d'en parler. J'avais ça dans un coin de la tête parce que là encore, en tant que coach, j'en ai vu des courses ratées à cause de ça. Ok. Et en fait, dans ton panier, un peu, ce que je dois faire depuis 6 mois, je vais mettre repeindre les murs du salon, je vais mettre refaire la cuisine, puis je vais mettre aussi, et là c'est un peu plus subtil, aller passer 3 heures sur la plage en plein cagnard, Ok. ou bah aussi aller traîner dans les magasins pour aller voir les derniers produits du village tous les jours qui précèdent la course. Et puis, je vais mettre aussi sortir avec les copains, me coucher tard parce que je me sens moins fatigué. C'est Et une notion de plaisir, encore voilà, une fois. tous les trucs. En fait, la préparation, elle n'est pas finie, quoi. La période d'affûtage, c'est pas ça y est, c'est bon, je suis tranquille, j'ai fait le job. Maintenant, on s'amuse et accessoirement, il y a une course dans une semaine. C'est plutôt l'inverse, en fait. Ok. C'est presque. C'est pas le plus dur, parce que le plus dur, ça reste quand même la régularité à l'entraînement. C'est le plus dur psychologiquement parce qu'il faut continuer d'être motivé, d'être rigoureux, alors que tu as fait 4 mois de préparation, pour pas dire 6, et là, tu as du temps, tu as envie de faire plein de choses, enfin, quoi. Et pourtant, il faut être quand même à l'écoute de son corps, et surtout, il faut en faire quand même le moins possible. Bien dormir, s'il faut rajouter un peu de sommeil par rapport à ce qu'on croit être notre idéal. Si on peut faire des siestes, on fait des siestes. En fait, il faut quasiment se mettre dans un petit cocon en mode je récupère, tu vois, je prends soin de mon corps, en fait, je me masse un petit peu tous les soirs, je suis à l'écoute de mes sensations, les tendons qui tirent un petit peu, je vais en profiter pour tu vois, masser un petit peu, m'étirer. J'écoute un petit peu mon corps, je prends du temps pour moi, je fais un peu de méditation, de relaxation, ou ceux qui sont complètement en dehors de tous ces termes, un peu relaxation, sophrologie, etc. C'est tout simplement rien faire, quoi. Prendre Ok. du temps pour soi, s'ennuyer un petit peu, rien faire, et en fait, refaire descendre la pression. Et ouais, s'ennuyer, je pense, c'est le bon terme. Parce que, Dur. en fait, ouais, on comprend que c'est pas si facile. Ouais, franchement, c'est dur. Certains adorent ça et majorité. Parce que, tu vois, tu le dis, on nous challenge à tout organiser, à mettre tout en place. Et je pense que les auditeurs, ils disent, bah oui, mais bon, moi, pendant 6 mois, j'étais à fond et là, je dois m'ennuyer. Mais en fait, j'ai vraiment le sentiment, et tu l'as partagé plusieurs fois, et tu as peut-être revalidé ce qu'on dit, mais tu vois, j'ai le sentiment que, ouais, il y a le côté ligament, il y a le côté musculaire, ce que tu nous dis. Mais en fait, il y a vraiment cette jauge mentale et on va dire cette ressource qu'on vient à chaque fois régénérer, quoi, parce qu'il y a une fatigue qui est globale finalement pour l'athlète, quoi. Ouais, tout à fait. Ça rejoint un petit peu le système nerveux autonome, hein. Ouais. C'est cette fatigue nerveuse, en fait, qu'on accumule
on est entraîné pour ça. Hein. On a des vies ultra sollicitantes. Maintenant, on est sollicité de partout. On en fait toujours plus. On a toujours plein de loisirs potentiels, toujours plein de sollicitations sur les téléphones, à la télé, les loisirs aussi, le travail. Ouais. En fait, c'est toujours tout plus. Ouais. Et malgré tout, voilà, le corps, il accumule de la fatigue. Et si en plus, on a la fatigue de l'entraînement qui vient se rajouter, tu comprends qu'il n'y a pas que les muscles et le cœur qui sont KO à la fin de la prépa. Et pour récupérer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est mettre tout en pause. Et on le disait, hein, il faut garder évidemment certaines séances d'entraînement, mais les à côté, c'est bien de débrancher le cerveau et de le laisser remettre des barrettes d'énergie aussi pour arriver le matin de la course avec un niveau de fraîcheur pour aussi aller chercher des petits exploits, quoi. Ouais. Des petits exploits, aller chercher un niveau de fatigue un peu supérieur, se dire, tenir mentalement à un moment donné où y a tout qui te dit qu'il faut que tu commences à marcher parce que t'en peux plus, parce que c'est dur, machin. Là, tu vas aller chercher des ressources mentales. Ouais. Et au plus, le triathlon, c'est quand même un effort longue distance, on l'a dit dans des podcasts précédents. Le spécifique, on a étudié ça, le spécifique. On va faire un effort de presque 7-8 heures pour certains. Donc, à la fin, à la tête, elle prend le relais sur le reste. Ouais. Et donc, il faut une fraîcheur mentale aussi. Et c'est là qu'on parle de préparation mentale. Mais en réalité, c'est aussi avoir été capable de débrancher et d'arriver avec le couteau entre les dents et aussi quand même être content, quoi. Ouais. Être là, être bien. Ce sera plus facile de gérer le stress. Donc, un peu de pause, un peu de méditation. Et en fait, la méditation, pour finir là-dessus, on y prend goût. On y prend goût. T'as l'air d'avoir découvert ça. Moi, je suis plutôt du hyper actif, c'est un bien grand mot, mais plein de projets, plein de sollicitations, envie de faire plein de choses, toujours une idée à la seconde. Mais en fait, quand tu coupes et que tu es là et que tu dis, allez, viens, chiche, j'essaye de penser à rien pendant 5 minutes. Ah purée, en fait, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Et je vous conseille vraiment, ceux qui n'y croient pas, qui n'ont jamais essayé ou qui se disent que c'est pas pour eux, quand même, essayez, ça fait du bien. Et notamment la veille de la course ou juste avant le départ aussi, ça permet de bien gérer le stress. Prenons ce temps en méditation. Non. Là, justement, tu vois, c'est un sujet qui est quand même super important, comme tu le dis, parce que, tu vois, j'ai envie de te dire, et on allait aller dessus, c'est que la notion d'affûtage, il y a une notion de stress avant l'épreuve. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi que ça peut faire du bien. Je pense qu'on a des profils qui sont assez similaires, mais comment tu fais face à des pensées parasites ? Tu vois, je te prends l'exemple, on parlait avec Léo Bergère, justement, de son épreuve des JO, où tu le sais aussi bien que nous, l'épreuve a été décalée. Et il dit, voilà, je fais le switch mental. Et en fait, on apprend dans le podcast qu'à minuit et demi, la veille de la course, ça revient dans sa tête, quoi. Et tu vois, il se dit, mais ils vont peut-être encore annuler, ils vont peut-être mettre tout ça en place. Et tu vois, j'ai envie de dire, cet esprit méditatif face au stress, comment tu mets en place, toi, des process pour essayer de faire sortir un petit peu les pensées négatives, stressantes, tous ces aspects-là ? Je pense que, comme beaucoup de domaines, il y a une part d'entraînement. Okay. En fait, au début, c'est ultra dur. Au début, on te dit, pense à rien. Ouais. Tu as toute ta journée, tu es là, tu as eu tous tes projets, tes sollicitations, la journée du lendemain, et puis du surlendemain, et puis le stress de la course, le stress du travail, et puis ta famille, etc. Tous tes projets, éventuellement même tu as des vacances bientôt, tu dis on va faire ci, ça, bon ça encore c'est moins sollicitant. Mais en fait les outils c'est avoir des petites pensées parades. On appelle ça des pensées parades, c'est avoir sous le coude une pensée qui va être peu sollicitante, quoi. Okay. Par exemple, tu as un souvenir de toi à un moment donné de ta vie où tu étais ultra zen, ultra posé. Un exemple, tu te souviens d'un jour où tu es allé voir un coucher de soleil tout seul, où tu t'es posé là dans le sable ou sur un rocher, que tu as fait ton poète ou ton philosophe. et là, c'est plus facile d'un peu de penser à rien. Ouais. Ça, c'est un peu une pensée parasite. Okay. Ou alors un bon souvenir.
tout simplement un souvenir plaisant, apaisant. Et en fait, le remémorer, ça permet de au moins de faire une passerelle entre j'ai plein de pensées stimulantes, excitantes, stressantes, à déjà, je pense à quelque chose qui est déjà moins stressant, plus apaisant, et ensuite, j'essaye de complètement penser à rien, quoi. Ouais, donc on se rend compte que j'aime bien dire, il y a plein de notions, tu sais, c'est un peu le grain de sel qu'on met dans cette soupe à affûtage. Tu nous dis le volume, l'entraînement, la fraîcheur mentale, l'aspect méditatif, préparation. Euh, j'ai envie d'aller même plus loin, c'est que tu parlais de l'aspect sommeil. Tu disais, voilà, il faut essayer de bien dormir, même parfois mettre plus de sommeil en place, des siestes. Sur cette notion-là, si on prend les 3 jours d'avant, tu vois, il y a toujours un peu ce stress. C'est vrai qu'on dit, oui, c'est bien d'essayer d'aller chercher cet état de zénitude, mais des fois, c'est très dur quand c'est son premier 73. La dernière nuit d'avant-course, qui fait partie de ce processus d'affûtage, si elle se passe mal, est-ce que ça va avoir un impact très fort sur la course? En fait, il faut raisonner un peu comme une charge d'entraînement. Si tu as bien écouté les épisodes J'écoute bien, Fred. précédents, J'écoute bien. je sais que tu écoutes bien, on a parlé de une séance, c'est bien, Ouais. mais on va surtout monitorer la charge d'entraînement sur la semaine et suivre un petit peu l'évolution, la régularité de semaine en semaine. Et c'est un petit peu pareil avec le sommeil. En fait, si tu as super bien dormi tous les jours de la semaine et que le soir de la course, là, tu es tellement déjà dans la course, tu es allé poser ton vélo dans le parc, tu as ton dossard limite déjà autour de la taille, tu dors avec tes chaussures de course à pied et tu es déjà un peu dedans. Tu vois, ton bol de céréales du lendemain, il est déjà prêt. Ça va être compliqué d'aller vraiment chercher un état de zénitude. Ouais. Bon, il n'y a pas de stress à avoir parce que c'est encore pire quand tu te dis, évidemment, j'arrive pas à dormir, mince, ça y est, je suis en train de foirer ma course. Tu peux faire un exploit sportif en ayant très mal dormi la veille de la course. Après, si tu as mal dormi les 7 jours d'avant la course, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que là, tu as l'accumulation. Si dans l'ensemble, ta semaine, au niveau sommeil, ça s'est bien passé, c'est déjà un plus. Et si tu veux vraiment assurer le coup, il ne faut pas hésiter à placer une petite sieste à condition qu'elle ne t'empêche pas de dormir le soir. Si tu sens que tu as eu quelques jours difficiles, tu te places une petite sieste de 20 minutes, pas trop tard. Ouais. On rassure un petit peu notre auditeur sur cette dernière nuit qui au final est très stressante, mais comme tu nous le dis, assez peu impactante. Et j'ai envie de passer, on parle de la dernière nuit, j'ai envie de parler aussi du dernier entraînement. Tu vois, on se rend compte que on diminue le volume, on diminue l'intensité, on va chercher un état de calme, mais en même temps, il faut garder une intensité. C'est vrai que ce processus, il est quand même assez complexe. Heureusement qu'on a certains outils pour le mesurer et qu'on a fait un point là-dessus, mais le dernier entraînement, Fred, est-ce que c'est intéressant pour moi, ma course, elle est le dimanche, d'aller me faire une sortie vélo le samedi, et puis en même temps d'aller nager parce que j'ai envie de faire ma natte en mer, parce que je vois les bouées qui sont positionnées, je me dis, c'est le moment, et puis en même temps d'aller me voir comment je me teste en course à pied. C'est quoi un petit peu ce dernier jour Ironman, Alpha Ironman, comment tu le vis, toi? En fait, si ta semaine a été vraiment bien calculée, que tu es frais, que tu es bien, la veille, de toute façon, je veux dire, les dés sont jetés, entre guillemets. Donc, n'en fais pas trop. Choisis un des 3 items que tu viens de me donner. Si tu as envie de te faire plaisir parce que tu veux te défouler un peu et que ça te fait du bien d'aller faire un petit tour dans l'eau, pourquoi pas, mais ça va être quoi? Ça va être des efforts de 10 minutes de natation, même pas 5 minutes. En vélo, ça va être peut-être une trentaine de minutes, un quart d'heure de course à pied, en allant vraiment cool. Parce que là, la veille de la course, c'est encore un autre type d'affûtage. C'est vraiment juste pour garder un peu de dynamisme et les sensations. Mais en tout cas, tu en choisis un des 3. Faire les 3, ça voudra dire que la veille, tu as voyagé, puis l'avant-veille, tu as bossé, et puis l'avant-avant-veille, en gros, ça fait 3 jours que tu n'as rien fait. Donc là, je dis, ok, tu as besoin de refaire un peu tes sensations. Tu peux aller faire un mini-tour de vélo, un mini-tour à pied, un mini-tour de natation. Mais normalement, il vaut mieux étaler ce maintien des sensations sur l'ensemble de la semaine. Et on avait eu l'occasion de faire un épisode avec Charlotte sur la partie nutrition, qui est vraiment presque le 4e sport aussi du triathlon.
Finalement, est-ce que la partie nutrition, toi, tu penses que ça fait partie de ce processus d'affûtage aussi? Et ouais, carrément. Mais bien vu. Oh là là, on a failli oublier la partie nutrition, quoi. Est-ce qu'on était parti en méditation? Il est fort, ce Valentin. On était parti en Ouais. méditation, tu vois, c'est pour ça. Exact, carrément. Purée, la recharge glucidique. Non, mais c'est clair. Ah là là. Et ouais, il faut aussi penser à ça. C'est un effort d'endurance, hein, on Ouais. l'a dit précédemment. Il y a entre 4 et 8 heures de sport. Donc de toute façon, c'est sûr, on est d'accord, va falloir manger pendant la course. Mais tant qu'à faire, autant arriver avec des stocks de glycogène au maximum. Ouais. Donc sûrement qu'il va falloir écouter le podcast avec Charlotte sur la nutrition sur cette saison qui est très complet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut refaire ces stocks de glycogène. Donc, il faut bien manger avec un maximum de glucides pendant au moins les 2 jours qui précèdent la course. Et pour finir ce podcast, Fred, je vais te challenger sur un exercice que je sais qui est compliqué. Est-ce que tu pourrais nous synthétiser en quelques termes, quelques concepts, cette notion d'affûtage? Parce que je me rends compte que c'est très complexe. On en a parlé pendant 45 minutes. Et là, l'auditeur, il se dit, allez, j'ai confiance en Fred. En 1 minute, il va me synthétiser tout ça. Je peux le faire. Je me sens. Ok, alors, la période d'affûtage, en 1 minute, c'est récupérer musculairement, donc faire un petit peu moins de volume. Okay. Garder les sensations au niveau de l'intensité. Donc, quand même, faire quelques petites séances légères d'intensité à l'allure de course. Et pour rester dans le dynamisme, on peut même faire un petit peu plus vite que l'allure de course, mais attention, avec des séances, des moments d'effort très courts et finalement beaucoup de récup et donc une séance globalement assez courte. Okay. Ensuite, il faut bien manger pour refaire ses stocks de glycogène. Il faut aussi bien dormir pour à la fois arriver avec un système nerveux performant, reposé et puis avoir une motivation aussi, être un petit peu comme une cocotte minute, plein d'énergie et l'envie de se donner à fond. Mais il faut aussi avoir refait un petit peu la course dans sa tête, enfin fait plutôt la course dans sa tête pour être sûr de n'avoir rien oublié et arriver serein le jour de la course. Bah, franchement, tu as été au top sur cette minute résumée. Et je tenais à dire à nos auditeurs qui nous écoutent que sur ce podcast, on a vraiment essayé d'aller chercher cette notion d'affûtage. Sur toute la saison, on a essayé d'aller chercher quelques éléments clés qui est la préparation, la nutrition. Et on va aller chercher un sujet dans le prochain podcast qui est vraiment les allures cibles, parce que j'ai compris comment m'affûter, j'ai compris comment m'entraîner, j'ai compris tout ce que je devais mettre en place. Mais on va voir dans le prochain épisode à quelle vitesse je dois partir sur ce 73. Donc merci à toi Fred pour ce bon podcast. Merci aux équipes d'Aïdou de nous accompagner dans le cadre de cette saison, préparer son premier 73. Et merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je te dis à très vite et ciao ciao. Salut, à très vite. Merci Fred. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao ciao!